Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Au tout début, il y avait le tout et le néant, le Seigneur et son opposé, l'absence. Pourtant, malgré leur distinction fondamentale, le Tout-Puissant et le néant étaient proches, presque entremêlés. C'est pourquoi il, le Seigneur, voulut se dégager du vide, s'en éloigner. Ainsi, pour ce faire, il créa la lumière, les anges, les Elohim. Puis, Dieu commanda la création de l'homme, la plus aboutie de ses créations, à l'image de Dieu. L'homme posséderait une parcelle de l'énergie divine de la création. Mais le Seigneur donna 2 commandements aux anges. Il se devait d'aimer les hommes comme il l'aimait lui, et il ne devait jamais avoir de contact direct avec les hommes. Dieu avait pourvu le paradis de tout ce que les hommes pouvaient rêver. Cependant, ce dernier n'avait pas la capacité de profiter de cet état. Tel un enfant parfait, l'homme manquait de la conscience, l'habileté à profiter des choses, à les comprendre et à en jouir. Il était innocent, incapable de goûter à la beauté de l'univers. Dieu l'avait fait incomplet. Car ne pouvant se manifester lui-même à eux directement, l'absence de conscience de son existence, fait à l'image de Dieu, permettait à l'homme de ne se soucier de rien. Et les anges se demandaient pourquoi cela. Certains allèrent voir Dieu et lui dire « Pourquoi laisser l'homme dans l'ignorance ?» Dieu répondit « Si vous pouvez savoir ce que je sais, alors venez me voir et je vous montrerai. » Ce fut un ange des sphères, Arimal, qui le premier planta les racines de la rébellion par ses visions. Il entreaperçut un horizon possible qui laissait croire en d'horribles catastrophes, dont l'homme était le point focal. Effrayé par ce qu'il avait vu, Arimal en informa ses supérieurs qui ne s'inquiétèrent pas de cette anomalie qu'il croyait logique. L'ange des sphères réunit donc autour de lui, dans son refuge lunaire, des amis et leur parla de ce qu'il avait vu. S'ensuivit un débat autour du paradoxe qu'offraient les 2 règles établies par Dieu. Ils étaient déchirés entre leur amour infini des hommes qui leur disaient d'intervenir auprès d'eux afin d'arrêter la potentielle catastrophe et le respect du second commandement de Dieu. Lucifer, le premier et le plus parfait des anges de l'aube, l'étoile du matin apparut. Dû à sa perfection, les autres crurent qu'il serait en mesure de résoudre leur dilemme. Il les écouta et finalement, entre les 2 commandements, il choisit le premier. Il choisit l'amour des hommes. Ce fut le début de la chute. 7 des plus puissants anges de la création se présentèrent aux hommes, à Adam et Ève, et eux leur offrirent des présents. L'étoile du matin leur enseigna l'utilisation du feu. Les anges du firmament leur enseignèrent la gloire du langage et du chant, alors que les anges de la matière leur montrèrent comment utiliser des outils simples comme le levier, la poulie et la roue. Les anges de la nature leur montrèrent comment domestiquer le chien et le cheval. Ceux des sphères leur donnèrent l'écriture pour capturer le passé, pour le donner au futur, et les anges des profondeurs furent leurs professeurs dans les arts picturaux, comme la sculpture et le dessin. Puis se leva alors Michel, séraphin au glaive enflammé, qui se déclara la voix de Dieu. Il venait pour dire aux rebelles de retourner d'où ils venaient, afin qu'on les détruise, les réduise en néant. Et aux hommes, il ordonna au nom de Dieu d'abandonner les présents des rebelles, leur offrande corrompue, disait-il. La guerre fut sonnée lors de la première confrontation entre Lucifer et Michel. Michel s'occupa alors du sort des maisons rebelles. Ce fut ensuite le courroux de Dieu. L'infini toucha le fini de sa colère divine et le paradis terrestre fut perdu.
L'entropie entra dans le monde et tous les maux existèrent alors, et une guerre fratricide entre anges et hommes s'ensuivit. 5 légions se formèrent. La première, composée des plus loyaux à Lucifer, était commandée par Bélial et formait le corps de l'armée. Elle se nommait la Légion écarlate. La seconde, la Légion d'ébène, était commandée par Abaddon, et en plus de combattre força l'humanité à rebâtir le paradis perdu. La Légion de fer, la troisième, sous le commandement de Dagon, se faisait la protectrice des hommes. La 4e Légion avait pour but d'étudier l'ennemi et de bâtir des merveilles pour gagner la bataille. Elle se nommait la Légion d'argent, et son chef était Asmodéus. La dernière Légion, celle d'Azraël et de ses alacous, se nommait la Légion d'Albâtre, et comprenait ceux qui restèrent distants durant la bataille, ceux qui étaient non alignés. Toujours par amour des hommes, les anges déchus décidèrent de prendre les hommes qui étaient sous la coupe des autres anges afin de leur montrer les merveilles qu'ils pouvaient accomplir. Les légions des déchus bâtirent des citadelles et des forteresses avec l'aide des hommes, qu'ils éveillaient aux merveilles du monde. Tout en gardant les hommes dans ces cités, la guerre faisait toujours rage, mais elle restait silencieuse. Un événement chamboula cette guerre, le premier meurtre. Caïn tua son frère Abel, et les anges sortirent de leur cité pour combattre en masse. Ce fut un temps de flammes et de mort. Des créatures, les Malhims, devinrent les fléaux des déchus, et les hommes furent en même temps torturés et adorés. Ainsi, c'est avec l'expérience de Babel que les déchus espéraient vaincre Dieu. Ils fourniraient aux hommes une puissance en faisant des dieux, espérant ainsi qu'ils réclament la terre pour eux, et que les déchus puissent réclamer le paradis. Ils envoyèrent les 10 apprendre aux hommes ce qu'ils devaient savoir pour connaître et avoir le pouvoir sur le cosmos. Mais des déchus et des humains avaient procréé pour donner naissance à des aberrations, les Néphilim, demi-anges, demi-humains. Ceux-ci tuèrent les 10 et enseignèrent eux-mêmes leur pouvoir aux hommes. Mais ils durent combattre les légions de Lucifer qui voulaient les détruire. Lucifer, voyant son échec, mit fin à cette triste expérience, faisant éclater la civilisation des hommes. Ceux-ci se dispersèrent et firent éclater même la langue unique en une multitude. Puis les bastions des déchus furent assiégés par les Malhims. Ce fut le début de la fin. Un siège de 40 jours et de 40 nuits pour la sombre cathédrale de Lucifer, et ils en vinrent à bout. Les anges enchaînèrent Lucifer avec des chaînes de flammes. Les anges de Michael et Ophalim descendirent, ceux qui portaient la justice du Créateur. Ces derniers établirent un jugement, espérant que les rebelles prient pour leur pardon. Mais les rebelles avaient tous les yeux tournés vers leur chef, Lucifer. Tous les déchus, les démons, furent condamnés à l'enfer. Ils allèrent dans les profondeurs de l'abysse. Quand ils furent tous enfermés, ils surent qu'ils étaient véritablement damnés et oubliés. Mais ils virent aussi que Lucifer n'était pas avec eux. En 2000, à Los Angeles, on peut voir dans la nuit, dans une maison, 3 filles de 13, 14 ans, sous une tente de couverture, dans une chambre, enfermées dans le noir, avec quelques bougies.
La pluie tombe dehors et tombe sur les vitres. Il y a peut-être même de l'orage. Elles ont des lampes torches et sont autour d'un Ouija. On peut les entendre rigoler. Allez Fanny, allez, à toi, allez, à toi. Fanny dit non, on peut la voir un peu plus timide que les autres. Non, je veux pas déranger Monsieur Goudou. Monsieur Dougou. Je veux pas jouer à ça. Rebecca, une blonde aux cheveux détachés. Allez, t'es vraiment une mauviette, Fanny. T'es vraiment une mauviette, allez. Et Juliette, elle, aux cheveux courts, rousse avec des taches de rousseur, fait mais t'as dit qu'il t'avait répondu et que t'avais pu parler à ton grand-père grâce à lui. Allez. S'il te plaît, Fanny. Fanny fait ouais, mais il aime pas être trop dérangé. C'est lui qui vient, il n'aime pas qu'on l'appelle et il s'énerve très rapidement quand les gens sont méchants. Rebecca commence à rigoler et puis fait bouh. Ah, Monsieur Degout est juste une putain d'ami imaginaire. C'est ce que dit Dylan à l'école. Juliette fait non, il a pas dit ça. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais Anna et Élise, ils ont aussi été contactés avec quelque chose. Par peut-être Monsieur Degout. Anna me disait que sa mère venait la voir tous les soirs pour éviter qu'elle parle toute seule dans sa chambre. Et que son père était bizarre. Il aurait vendu même des armes à feu. Des armes militaires apparemment, dans le quartier. Et Anna aurait essayé aussi, son père, à Anna, il aurait aussi caché des preuves sans s'en apercevoir dans son sommeil. Il l'aurait pas fait exprès. Moi, je rigole pas avec ça. Il y a Rebecca qui fait vous êtes vraiment des pauvres tâches. Dougou, t'es là? Dougou! Putain, Dougou, t'es là? On peut voir le Ouija qui commence à bouger. Le I. Ensuite, il y a le C. Ensuite, il y a le I. Ici. Les filles on peut voir les filles qui commencent à prendre peur. Rebecca fait que veux-tu, Doudou? On peut voir le Ouija bouger et faire T, U, E, R, suivi d'un petit instant. Les filles se regardent. Ça passe sur le F, le A, le N, un deuxième N et le Y. Et Juliette fait putain, Rebecca, arrête! En fait, c'est Rebecca qui s'amusait à faire bouger le Ouija. Rebecca se fait griller et elle pousse le Ouija. Elle se met à se marrer. Vous avez vraiment cru? On peut voir que Fanny n'est pas très à l'aise. Elle n'est pas très bien. Et la lumière se met à s'allumer et le drap se fait tirer. Les parents de Rebecca viennent la chercher et la ramener chez elle. Allez Rebecca, papa est en retard. Maintenant on rentre à la maison. Bonsoir Fanny. Fanny fait bonsoir. On peut voir qu'elle est encore un peu traumatisée. Rebecca s'en va. Et elle rigole, elle se moque de Fanny. La mère de Fanny vient aussi. Allez Fanny, et Juliette, au dodo, demain on se lève tôt. On peut voir que c'est une mère de famille qui a l'air très gentille. Juliette, elle fait je peux dormir dans la chambre du bas? La mère de Fanny fait oui, pas de souci, je t'ai mis une couverture et des draps propres. Juliette fait d'accord, bonne nuit Fanny, et t'en fais pas, l'écoute pas. Rebecca, elle est juste chiante. Elle aime bien faire ça, c'est tout. T'inquiète pas. Et on peut voir que Fanny fait un signe de tête et lâche un petit sourire nerveux. Fanny ferme la porte de sa chambre et range les affaires dans le placard. On peut voir qu'elle souffle. Elle s'approche de la fenêtre. Et elle voit un voisin. Plus loin, à l'étage, au même étage qu'elle, sur un appartement un peu plus éloigné. On peut le voir droit devant sa fenêtre, en train de regarder la voiture des deux copines qui partent, sans aucune expression. Il tourne ensuite doucement la tête vers Fanny et la fixe. Fanny se sent mal, et elle regarde ensuite dans la rue. Notre voisin se balade avec des sacs poubelles et un drap taché de rouge.
Il range ses sacs poubelles dans différents conteneurs. Et il va ensuite vers son coffre de voiture et range un objet assez long. Et il tourne ensuite sa tête vers Fanny, l'observant à travers la fenêtre. Fanny commence à respirer, à se sentir un peu mal. Elle regarde une autre fenêtre. Elle voit une silhouette qui semble la fixer, sans bouger. Juste une forme de silhouette. Fanny recule de peur et éteint la lumière pour éviter d'être vue. On peut voir à l'arrière le placard, qui laisse un petit bruit. Le Ouija se met à tomber sur le sol. Fanny se retourne rapidement et se précipite vers son lit. Elle se met sous sa couette. Elle se met sous son drap. Elle a peur. Elle entend comme un frottement au sol. Elle jette un œil doucement à l'armoire. Elle entend une respiration. Elle n'ose pas trop regarder. Elle commence à regarder un petit peu en travers, au-dessus de ses draps. Elle voit comme deux yeux un peu dans le noir, qui ne bougent pas. Elle se remet sous son drap, elle fait « Pourquoi tu me fais peur maintenant? T'étais gentil avec moi avant !» Et on peut entendre des voix qui se murmurent. « Laisse-moi! Laisse-moi !» Elle entend des pas lourds. 1, puis 2, puis 3. Et elle entend comme si quelqu'un se mettait à courir dans sa chambre vers elle. Rapidement. Le lit se met à bouger. Il bouge à droite, à gauche. Elle se met en boule dans son lit. « Laisse-moi! Laisse-moi !» En bas, Juliette est dans son lit. Et elle voit sa porte s'ouvrir. Et Fanny qui est descendue. Juliette se lève, elle fait « Fanny, toi aussi t'arrives pas à dormir? C'est à cause de Rebecca, ça. » Et Fanny fait « Je vais te montrer un truc. » Juliette, elle fait « Arrête, ta mère va nous engueuler, on devait dormir. » Fanny commence à partir de l'entrée de la chambre et se dirige vers l'escalier. Elle fait « Viens. » Juliette se lève et suit Fanny. « Mais quoi? On doit aller dormir. » On peut voir qu'ils arrivent vers l'escalier qui monte vers la porte de la cave qui se trouve en dessous. Celle-ci est ouverte et il fait noir en bas, comme si une zone ténébreuse s'en échappait. Fanny fait un signe de tête vers la cave. Juliette regarde et fait « Quoi ?» Fanny s'approche de la cave avec Juliette. Fanny fait « Il veut te voir. Tu es mon présent. » Et Juliette fait « Ton quoi ?» Soudain, Fanny pousse violemment Juliette dans les escaliers. Juliette tombe dans la cave. Elle roule dans les escaliers. Elle se fait mal. Elle saigne un peu sur le visage et se relève rapidement en criant « Non! Non !» Elle commence à grimper les escaliers à toute vitesse, mais Fanny ferme la porte en pleurant. On peut voir Fanny qui se recroqueville en pleurant et en se bougeant les oreilles. Juliette se retrouve dans le noir, total, et frappe de toutes ses forces sur la porte en criant « Aide-moi! Aidez-moi! À l'aide! À l'aide !» Elle entend des bruits de pattes lourdes à l'arrière de la cave. Les pattes s'avancent sur l'escalier en bois qui tremble à chaque pas qui s'avance vers elle. Elle se met en boule et fait une crise d'angoisse. « Monsieur Dougou !» On peut soudainement voir des poings briller comme des yeux. Puis des ongles, des longs et des bras anormalement longs aussi, s'étendre le long des murs, sur les côtés. Et ça s'étend vers elle, et un terrible grognement se met à résonner. On entend un hurlement dans la maison. Et plus aucun bruit. Fanny est en pleurs, en train de bloquer la porte.
Los Angeles. Un soir. James Williams. Une grosse musique, soirée dans une villa de luxe. On peut voir que James est entouré de femmes en bikini. On peut voir que Danny, ton pote, te pousse à l'eau. Pour rigoler. Vous avez bien bu évidemment aussi. Vous avez bien fêté. Tu tombes dans l'eau, tu es récupéré par des filles en bikini. Et il saute ensuite lui aussi à l'eau. On peut te voir, donc James, sortir la tête de l'eau. Décris-toi, James. Alors James là, il va être sans doute en maillot de bain. Habituellement, c'est un type dans la trentenaire. Clairement riche, clairement pourri. Hein. Il a toujours vécu dans ces milieux quelque part. Mais il le réalise pas. Il pense qu'il a toujours eu tout ce qu'il mérite. Quelque part, il a pas tort. Enfin, qu'il a toujours mérité ce qu'il a eu, je veux dire. Quelque part, il a pas tort. Même si, voilà, il a eu recours à des moyens tordus pour se faire. C'est aussi un type de très mauvais coup. Très bien. Tu es en pleine fête quand tu vois un homme en costume arriver qui n'a pas l'air dans le mood de faire la fête. Ton père, qui s'approche de la piscine et qui regarde toute cette décadence, tous ces gobelets par terre, toute cette fête, qui a l'air d'être très déçu. Tu peux me décrire ton père et ta mère? Tu vois d'ailleurs que ta mère l'accompagne. Génial. Alors papa, c'est l'enfoiré qui a tout le pognon et qui refuse de le partager et de léguer à James son droit sur la fortune familiale. C'est quelqu'un de fort travailleur, mais fort sévère également, et qui a des attentes très intenses comparées à James et qui le traite comme un peu une déception. Maman, elle est un peu plus douce là-dessus, mais essentiellement elle est toujours derrière son mari. D'ailleurs, évidemment, tu es dans une de ces villas. Évidemment, tu n'avais pas l'autorisation de faire cette fête. Ce qui est clair. Mais ce n'est pas la première fois qu'il voit ce genre de comportement. Tu sais très bien qu'il t'attend pour aller parler. Il croise les bras. Et il t'attend. Ok, il m'a vu. Exactement. Eh merde, c'est trop tard pour se planquer sous l'eau. Bon. James va sortir de la piscine. Et il va parler à Danny. Et Danny, tu veux bien les distraire pendant que je me change, s'il te plaît? Tu vois, Danny, il fait... Merde, putain... tu m'avais pas dit qu'il devait pas rentrer, là? Bah, si. Mais ils ont dû... Voilà. Lorsqu'il s'agit de ruiner la fête, de toute façon, tu les connais. Ouais. Enfin... Je te raconte pas l'image qu'il va avoir de moi aussi, après. Je sens là. Pour les filles, attendez-moi, soyez sages, d'accord? Alors tu peux voir qu'il y a deux filles qui ont plus qu'ils ont un verre aussi dans les mains. Tu vois qu'elles se mettent à rire et puis qu'elles ont l'air un peu déconnectées de tout ça. Il va donc enfiler un t-shirt rose avec une veste qui pense qu'il va très bien avec, mais en fait pas du tout. Il va même mettre une cravate, comme ça, autour. Il sait pas faire les nœuds de cravate, donc elles sont toutes comme ça. Et il va aller voir papa et maman avec une attitude faussement joyeuse. Hey, papa, maman, vous êtes là, super. Tu vois que ton père fait la tête. Tu vois qu'il te fait signe de le suivre. Il te parle pas. Ta mère baisse un peu les yeux. Tu veux pas un verre? Ah oui, j'ai oublié de vous dire à propos de la soirée. Bah, prenez à boire. Il s'arrête à la porte et te dit, viens.
James pousse un soupir, il arrête d'essayer de faire semblant et puis il le suit. Alors, ton père se dirige sur une pièce à côté pour te parler au calme. Tu peux évidemment bouger ton token à ce niveau. Donc, tu suis ton père dans cette pièce. Tu vois que ton père s'assoit et qu'il vire des trucs qui restent, des clopes, des gobelets, etc. Il s'assoit. Tu te rends compte encore de ce que je suis obligé de demander à mon avocat, James, pour ces tapages nocturnes, ces excès de vitesse du côté de Miami Beach? Est-ce que tu viens de faire encore dans cette villa? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'avais pas l'autorisation de faire une fête ici. Tu le sais bien, c'était à moi, c'est chez moi. À quoi ça sert d'avoir des villas comme ça? De toute façon, tu vas jamais dans la piscine. Qu'est-ce que t'en as à faire? Tu salis ta réputation des Williams. Tais-toi! Je suis le seul dans... Tais-toi! Tu salis la réputation des Williams. Tu vois qu'il se met à tousser un peu anormalement. On est en pleine croissance. On a signé avec un gros producteur et... Pour entendre... Tu vois qu'il s'énerve et qu'il trouve pas les mots. Tu vois que ta mère attend au coin. Alors tu sais en effet qu'on peut voir un grand panneau de Williams dans l'immobilier à l'extérieur. Panneau de pub. Tu sais que ton nom est quand même connu, du moins son nom. Même ta sœur a plus la tête sur les épaules que toi. Alors je sais que t'en as plus dans le crâne que ce que tu veux montrer. Mais il va falloir que tu le mérites. Tu comprends ça? À partir de maintenant, tu vas avoir une allocation limitée. Je te verserai le nécessaire qu'il te faut. Juste le nécessaire. T'es pas sérieux? Bien sûr que si, je suis sérieux. Tout ça, tu ne le mérites pas. Qu'est-ce que tu fais, toi, toute la journée? Mais papa, écoute, les soirées, il faut bien vous signer avec des producteurs. On est à Hollywood. Tu vas apprendre à travailler pour gagner, comme je l'ai fait. Si je suis arrivé jusque-là avec ta mère, c'est pas en faisant des soirées comme ça. C'est avec beaucoup de labeur. C'est pas avec l'alcool et les bikinis et toutes ces choses, non. Tu vois qu'il se met à s'étouffer un peu, il a du mal à respirer. Il y fait pas attention, il s'en rend sans doute même pas compte. Et il dit mais écoute, je comprends, ta génération, elle fait les choses comme ça. Mais la mienne, les nôtres, quand on signe des contrats... Tais-toi, je te dis. C'est ma décision, c'est comme ça, c'est tout. Tu vois qu'il s'en va. Eh, range-moi ce bordel. Je repasse demain. Ta mère reste un petit peu au coin et le regarde partir. Elle a un peu honte de toi, mais elle n'élève pas la voix, elle fait... Tu te rends compte de ce que tu fais vivre à ton père? Tu te rends compte de ce qu'il me fait vivre? Il est pas sérieux de toute façon. Il va pas vraiment faire ça demain. Tout ira mieux. Il a juste envie de gueuler, c'est tout. Je crains que si, cette fois, James. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous remets sous les projecteurs et d'une mauvaise façon, et c'était pas le moment. Et ici, à Los Angeles, il faut pas grand-chose pour que des journalistes se nourrissent de toutes ces infos. Tu le sais. À Los Angeles peut-être, mais à Hollywood, il n'y a pas de mauvais ou de bons projecteurs. Il y a juste être sous les projecteurs et ceux qui le sont pas. Je suis désolé, James, mais... Je crains que ton père n'ait raison. Tu vas devoir travailler. Quoi? Non mais tu vas... Maman, tu vas pas le laisser faire ça. Tu vois que ton père appelle ta mère. Et en effet, range ce bazar. Elle part. James regarde avec incompréhension. Il peut pas croire que c'est vraiment sérieux. Et pourtant, tes parents sont en train de partir. Tu entends qu'ils appellent ta sœur, qui, elle, vient te voir juste rapidement avant de partir. Et tu vois que elle sourit un petit peu en voyant le bordel.
Elle fait, t'es sérieux là? T'as fait une fête comme ça? Décris-moi ta sœur. Comment est ta sœur? Comment est ma sœur? Elle est encore étudiante, donc jeune. Elle suit ses passions, elle aussi, mais elle a quand même effectivement un peu plus la tête sur les épaules que James. Elle est un peu plus sérieuse dans sa façon de faire les choses et elle pense plus souvent à son avenir. Ou du moins de manière plus raisonnable. Elle fait... Bon, bah, je présume qu'ils t'ont passé un savon. Et en montrant ça, je l'ai entendu dehors. T'inquiète, rien de grave, rien d'inhabituel. Ça peut pas être sérieux de toute façon. Bon, y a pas intérêt. Ouais, mais là tu entends que tes parents l'appellent. Elle se retourne, elle fait c'est bon, j'arrive. Puis tu vois qu'elle s'approche de toi et puis qu'elle te fait un câlin, elle fait s'il te plaît James, sérieux, prends soin de toi. Et évite de faire une crise cardiaque à notre père. Ça continue comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, en ce moment il est pas bien. Il se sent mal et il veut pas l'avouer. Il tousse beaucoup, il se sent bien, mais il se sent mal, mais je pense qu'il a beaucoup de stress aussi avec déjà son travail et tu ne l'aides pas beaucoup. Et au contraire, je l'aide, c'est juste qu'il a ses méthodes un peu vieux jeu et moi j'ai les miennes. Tu entends derrière, toc 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 au carreau. Tu vois qu'il y a Dan qui fait qui fait un peu de fumée, et il fait un petit cœur. Oh, tu viens? J'arrive. Et ta soeur, elle le regarde, fait t'es encore avec ce crétin? Quoi? C'est Danny, c'est mon avocat. Il m'aide. Oui, mais... Bref. Ok. Bon. Je dois y aller avant que... Fais attention à toi. T'inquiète pas, tout va bien. Et juste avant de partir, elle se retourne, elle fait... En tout cas, elle a l'air de claquer comme fête. Tu devrais peut-être te lancer dans le divertissement. Yes, j'y pense. Et tu m'inviteras. Non, on verra. Allez, je vais faire une photo de ce style sur mon Insta. Allez, rentre. Insta en 2000. C'est ce que j'allais dire, je me suis trompé sur... Alors, ok. Tu vois qu'elle... Du coup, elle part. Tes parents s'en vont. Ah, James, il va tranquillement suivre, veiller à ce qu'il ne soit plus. Il va regarder par la fenêtre jusqu'à ce que la voiture parte. Tu vois en effet que cette voiture s'en va. Et une fois que la voiture est repartie, bah, il va ressortir et la fête continue. Tu entends... Ouais. Tu vois un mec avec des gobelets assez rondouillés qui se met à courir et plonger en plein milieu de la piscine et la musique qui reprend. Le temps passe. Donc ton père est malade et a fait un infarctus. Il va s'en tirer, mais cela lui mettra du temps. Pendant ce temps-là, tu t'es retrouvé un moment dans un bureau du côté de Santa Monica avec la vue sur la plage, le bureau de Dan, donc de Danny, ton pote, avocat. Tu avais déjà décrit Dan. Tu sais aussi qu'il a des contacts dans la drogue, hein, d'ailleurs, Dan. Pas de doute. Ce qui ne m'étonne pas. D'ailleurs, est-ce que tu te drogues? Oh oui. Tu en profites aussi. Ah bah. Alors, Los Angeles, hein. T'as raison. Alors, du coup, vous vous êtes assis tous les deux et Dan te dit bon, en temps normal, je dirais pas dans mon bureau, mais bon, aujourd'hui c'est un grand jour, James. Tu vois qu'il te met un rail de coke devant toi. Il te fait... Bah, dans ton bureau, il y a quoi dans ce tiroir là? Il fait... Celui-là, c'est... Elle est plus bonne de toute façon. Elle est pas terrible. Ce que je t'ai sorti est meilleur. Ah,
Bon, on va voir ça. Tu vois qui s'assoit. Qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, il va sortir un billet de 100, s'il en a toujours. Évidemment. Parce que... est-ce que la location a été effectivement mise en place? Oui, elle a été mise en place, mais bon, il t'en reste quand même. Tu as encore. Ok, donc ils s'en est pas rendu compte, tout va bien. Ouais. Pas encore. Bah, il va sortir un billet de 100 $ et puis sniffer avec ça. Tu vois que tu sens qu'elle défonce quand même. Pas mal. Pas mal. Pas mal, t'es sérieux? Tu sais que c'est un client que je dois. Celui qui me fournit, c'est un client que je dois protéger. C'est ça ce qui est le plus ironique. Bah. C'est bien pour ça que t'as fait avocat, non? Tu me connais trop. Tu me connais trop. Et tu vois qu'il rigole, puis il fait. Oh. Ça dit, j'espère que ton père s'en tirera. C'est un grand homme hein, qui a tout mon respect. Je sais pas. Mais je suis pas stupide, James. Je te connais assez pour savoir exactement ce que tu vas me demander, ou plutôt les questions que tu te poses. Si ouais, je perds mon père après tous ces événements, où ira cette fortune? Ah, à l'héritier légitime, logique. S'il l'accepte. Et c'est là où je peux intervenir. Dis-moi ça. Tu m'intéresses. Comme je dis tout le temps, chacun sa place. Il faut savoir léguer aux prochaines générations. Ce que devrait faire ton père d'ailleurs. Et tu vois qu'il sort des documents. Il fait... Tiens, il te pose les documents sur le bureau en face de toi. Il fait... Il est actuellement à l'hôpital, mais il suffit de faire signer ces papiers qui indiquent évidemment qu'il te lègue sa fortune, du moins une grosse partie de sa fortune, et tu es tranquille, tu le récupères. Je dirais bien t'en profiter pendant qu'il est encore dans les choux, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'il... le seul moment évidemment, il faut que ce soit sous la présence d'un avocat, mais je suis là, moi. Parfait. Et ça risque... Si jamais il va mieux après, et qu'il veut entamer des procédures... T'en fais pas. Moi, je suis là justement pour protéger tes arrières, ok? Ok. Comme ça, une fois que tu auras cette fortune, tu pourras en profiter. Et par contre, j'ai une question à te poser. Enfin, deux. Premièrement, est-ce que c'est ce que tu veux? Ouais. Je pense qu'il est temps que les jeunes prennent la relève. Je veux pas dire, mais ça lui fera du bien une petite retraite. Ouais, en plus, il ira mieux. Je pense, il l'a mérité. Il est temps de... Il est temps de passer aussi à... De penser aussi à son fils. Chose qu'il n'a pas assez fait, je pense. Regarde, toutes ces fêtes qui ont été annulées, toutes ces... Enfin, tout ce que tu me racontais en tout cas. Moi je dis, tu le fais bien. Tu fais bien de faire ça. Que d'opportunités perdues. Bon travail, Danny. T'inquiète. Bon, ok. Et la deuxième question, qui est pour moi la plus importante surtout, c'est... est-ce que tu as une petite idée en tête de ce que tu veux faire de tout ce fric? Bah déjà, on va passer chez le promoteur, je vais te montrer... Il y a de ces Ferrari. Là, ça me plaît bien. Et je me disais, ce qui serait sympa, c'est que tu pourrais t'enrichir encore plus avec tout ce fric. Ah, bien sûr. On pourrait jouer dans la cour des grands. Et là, je peux t'aider aussi. J'ai des bons contacts. La cour des grands. Je pensais investir dans le divertissement. En tout genre. Si tu vois ce que je veux dire. James, le divertissement. Il y a des marchés qui sont plus prometteurs que ça, voyons. Tu l'as sous les yeux, là. Tu vois l'oreille de coq. Ça, c'est l'avenir. Bah, t'appelles pas ça du divertissement, toi? Je t'adore, James. Tu vois qui te tape à l'épaule. Il fait, là, on se comprend. Ok. On s'y met?
Allez. Le temps passe. Les fêtes s'enchaînent. James passe des soirées dans des clubs privés de Los Angeles. Il organise des soirées dans les villas plutôt luxueuses. Participe à des échanges avec des gangs. Dans des quartiers chauds de la nuit. On peut le voir peut-être qu'il trafique même à un moment dans un hangar. Il y a... C'est sans doute un échange de poudre. On peut voir des hommes qui descendent des caisses d'un camion dans un hangar humide en pleine nuit et qui les posent devant toi, James. Il y en a un qui te serre la main, ça a l'air d'être un russe, assez musclé, assez grand, que Dan t'a présenté. Ah bye. Il te fait un sourire quand tu sors l'alias de lui. Danny est aussi en contact avec un autre russe et on peut vous voir vous passer à l'arrière d'un hôpital avec des glacières et vous sortez des organes de l'hôpital. Des organes qui seront évidemment revendus. Tous les marchés sont bons. Cela va de soi. On voit un des mecs s'approcher de toi, fumer sa clope et te souffler la fumée au nez et te passer le fric. Le temps passe et les trafics et les contacts dans le monde de la criminalité se multiplient. Et explique-moi, raconte-moi quelques anecdotes, peut-être. Ah, des anecdotes de but en blanc. Il aura dealé avec à peu près tout le monde et toutes les classes. Son but, ça aurait été de se représenter comme quelqu'un qui sait distribuer, qui connaît les milieux nocturnes riches et qui du coup peut distribuer là-bas sur des marchés qui sont du coup très lucratifs en vendant de la cocaïne coupée ou ce genre de choses à des prix complètement prohibitifs. Sauf que, tôt ou tard, il y a un moment donné où il va en vouloir toujours plus et où il va commencer à un peu couper ses propres parts. Alors, un soir, dans ta villa, avec le temps, grâce à ta qualité de marchandage, parce qu'on va dire que quand même tu es très très bon au niveau du marchander, etc. Tu réussis à avoir quelques petits fournisseurs de rue à droite à gauche qui écoulent de la coque pour toi aussi. Tu as même... tu peux même écouter de la mettre, hein, qui sait. Mais tu as réussi à aussi en acheter pas mal et tu te fais pas mal de bénéfices. Hein. Cependant, tu as quelques gars de la rue qui ne sont jamais revenus et t'ont volé quelques grammes par-ci par-là. Ce qui est pas trop gênant au début, mais ce qui complique un peu les affaires par la suite. Et maintenant, tu as 6 kilos à écouler chez toi. Dan vient te voir. Évidemment, vous êtes désormais seul. Il arrive avec ses lunettes de soleil un midi et il te fait de l'ombre. Peut-être tu étais en train de bronzer. Ça va, mec? Pousse-toi. Ah, je sais pas si j'ai envie. Je te prends un peu le soleil, ça te fait du bien. Ça me fait du bien aussi. Je peux te faire chier. Ah. Tu vois qu'il reste devant toi. Bah, je me T'en lève. prends toute la journée, mec. Laisse-le un peu pour les autres. Tu pousses dans l'eau. Ah ouais. Tu vois qu'il essaie de se retenir. Je fais même. Alors, tu vois qu'il est dans l'eau, il fait « Ah, mais putain, mes lunettes, là !» Tu vois qu'il reprend ses lunettes de soleil, il fait « Ah, tu fais chier !» Tu vois qu'il sort de l'eau. Ah, ce costume. Désolé, mais il n'y a que des jolies nanas qui ont le droit de me faire de l'ombre comme ça. Et disons que t'as pas les formes. Ah, pourtant, avec tout ce fric qu'on a, je pourrais me payer des seins. Je gagnerais peut-être même encore plus ma vie. Bon, bref. Bon, comme tu sais, on a eu quelques problèmes dans la rue, là, ces derniers temps. Dis-toi qu'il a un bon filon. Tu vois qu'il a toujours son tic avec ses doigts. Ouais, t'as regardé ce que je t'ai demandé alors? Un mec qui peut régler ça? Oh oui, et pas que régler ça non plus. Parce qu'on a aussi 6 kilos à faire partir maintenant. Et c'est fini de jouer avec les gneux de la rue là. J'ai un mec qui peut nous faire écouler le max de coque.
On pourrait vendre plus gros. Fille les dealers de bas étage de rue hein, qui craignent. Il est dans un quartier latino. Il se nomme Rodrigo. Un mec, on peut faire confiance. Lui, du moment qu'on lui donne ce qu'il veut, du moment qu'on marchande bien avec lui, ça se passe bien. Il ne fera pas de coups dans le dos. Et il nous volera rien. Si tu vois ce que je veux Et dire. qu'est-ce qu'il veut? Eh ben, on peut faire écouler nos 6 kilos direct avec lui, chez lui. C'est-à-dire qu'il s'occupe de tout, de la distribution, etc. On lui amène les 6 kilos, il fait tout. Évidemment, il aura des bénéfices, mais là, je te laisserai marchander avec lui. Mais ensuite, nous, on n'a plus rien à faire. On n'a pas à se faire chier là avec ces dealers à la con là. Son réseau fait tout pour nous. Ok. Et écoute. parce que va les faire écouler ces 6 kilos, mec. 6 kilos, ça s'écoule pas comme ça. Ouais, file-lui un coup de fil. Ouais. Alors tu vois qu'il Dis-lui de venir, on va voir. il sort un téléphone portable, et évidemment c'est les gros téléphones portables. Ouais. Ouais, c'est bon, j'en ai parlé, ouais. Ok, ça marche. Très bien. Ok, go. Très bien. Tu vois qu'il raccroche. Allez. On peut aller négocier. Dans le quartier latino. Faut vraiment aller là-bas? T'inquiète, je conduis. Je peux prendre ta bagnole? Ah non, tu rêves là. Tu te mets à la place de passager et tu fermes ta Allez, gueule. Tu fais chier, James. Jay, allez, s'il te plaît. On JJ, verra d'abord ce déconne que pas. t'anticipes. Fais chier. Ta Ok. ta. Regarde, c'est moi qui ai les clés. Ok. Je peux prendre l'autre bagnole? Et on fait là. Et celui qui arrive en premier ne négocie pas avec Rodrigo. Il prend des clés sur un autre, sur un porte-clés à l'entrée et lui lance. Ok. Est-ce que tu lui donnes une voiture pourrie ou une bonne voiture aussi? Il a que des bonnes voitures de toute façon. Je me doute aussi. Ouais. Ok, très bien. Il fait. Fouf. Mec, lâche pas le champignon. Allez, let's go. Tu vois qu'il se précipite vers le garage et qu'il fait exprès de te faire tomber pour essayer d'arriver à la voiture avant toi. Ah, c'est ça, fais donc ça. De toute façon, tu vas perdre. Sans même essayer. Tu vas donc à la voiture et tu pars direct. Ah ouais. Le premier arrivé, hein. Alors, vous partez donc tous les deux. Lui est un peu à l'arrière. On peut peut-être te voir avec une bonne longueur d'avance d'ailleurs. Vous arrivez dans le fameux quartier latino, au fameux lieu de rendez-vous qui est apparemment un bar. Tu vois que Dan arrive vers toi et fait putain, ok, c'est bon. T'as gagné. Yes. T'as aucune chance. Ouais. Mais malgré tout, je te laisserai négocier, t'es meilleur que moi pour la négoce. Bon. Je me dis qu'on aurait quand même été mieux à la maison. Hein. C'est quoi ce taudis? Regarde-moi ça. Ouais, mais Rodrigo se déplace pas comme ça, c'est du haut bonnet, lui. Il veut rester chez lui, c'est... Alors en approchant du bar, tu vois que vous êtes dans un quartier latino qui est un peu pourri. Mais tu vois aussi à l'entrée qu'il y a deux mecs assez baraques, avec l'un a même tatoué une larme juste en dessous. Tu vois que ça a l'air d'être vraiment... Peut-être, tu vois, on pourrait même se demander s'il c'est pas un peu de la mafia, etc. Tu vois, c'est comme Ah, ça c'est qu'on du sait donc, qu'on va faire des professionnels. Donc c'est rassurant. Ouais. Et ben on y va. Alors tu vois qu'il s'approche des deux mecs. Les deux vous regardent assez mal. Il fait on est là pour voir Rodrigo. Les deux mecs se regardent. De qui? James, je te laisse te présenter. Hein, si tu veux. Bah, moi c'est Jay et ça c'est mon pote Danny. On avait rendez-vous. Il a appelé juste avant. Ouais.
suivez-moi. Alors, du coup, vous suivez un des mecs dans le bar. Ce mec passe à l'arrière du bar. Du côté derrière une sorte de rideau. Du coup, vous le suivez là-bas. Et vous voyez, vous arrivez dans une sorte de réserve où il y a une cage, il y a plein de caisses, etc. Et l'homme vous fouille. Vous voyez un deuxième homme qui est à l'entrée de la porte et qui vous fouille. Alors du coup, l'homme te fouille. Tu as rien évidemment sur toi à ce moment-là, je pense. Pareil pour Dan. Non, si ce n'est un peu de coke dans la poche gauche intérieure de la veste. Tu vois qu'il prend ton sachet de coke. Tu vois qu'il tape un peu dessus, qu'il regarde. Puis tu vois qu'il le prend et il rentre dans le bureau. Il veut venir. Ben on le suit. Très bien. Alors donc, vous rentrez dans le bureau. Donc vous vous retrouvez face à Rodrigo qui arrive vers vous. Rodrigo fait... Alors c'est eux les salopes qui veulent négocier avec Rodrigo? Oh, hey. Ils sont jolis tes petites cornes. Qu'est-ce qu'il vient de dire là ton pote? Et Dan fait... Non mais Rodrigo, t'inquiète. T'inquiète, ça va. Mon pote c'est un blagueur. Tu vois qu'il te tape un petit peu à l'épaule. C'est amical. Si la langue bien pendue, je lui couperai. Prenez un verre. Vous voyez qu'il y a des verres de whisky à côté. James, est-ce que tu prends un verre? Absolument. Au moment où tu prends le verre, tu vois qu'il te tend la main pour récupérer le verre. Il va... il va faire un truc... il n'est pas familier forcément non plus avec ces gens-là. Donc il va simplement boire son verre cul sec, et puis lui tendre et dire merci. Alors tu vois que quand il fait ça, tu vois qu'il prend le verre, et qu'il explose le verre dans sa main, devant toi, en saignant de la main, et il te regarde, et il te fait... Tu vois qu'il se marre, et tu vois qu'il s'essuie sur ton costard son sang. Tu vois qu'il se bande ensuite la main. Il fait: il est marrant ton ami, il est marrant, je l'aime bien. Alors, donc, ton pote a dit que tu savais que t'avais de la bonne pour moi. De la coque, c'est ça? C'est ça. Ouais. 6 kilos, pur. Fais-moi goûter avant. À 85% pur. Peut-être 45. Tiens. Tu vois qui... C'est ton pote qui a pris le sachet. Tu vois qu'il le goûte. Ouais, pas mal. Pas mal. À combien tu fais ça? Tu peux évidemment... Enfin, t'es pas obligé de dire un vrai prix. Tu lui dis un prix correct ou non. Oh bah il va lui dire un prix complètement incorrect. Et très surestimé. Tu vois que tout le monde se met à rigoler dans la pièce. Tu te fous de ma gueule? On se fout pas de la gueule de Rodrigo, salope. À moins que tu veuilles que je t'étripe comme un sale porc. Allons. On négocie, c'est tout. Je te donne mon prix, tu me donnes ton prix, et à la fin on trouve un arrangement. Pensez que j'ai ça à foutre? Dan il fait... Attends Rodrigo, tu vois que Dan te regarde et fait... James, s'il te plaît. Wow. On va se faire buter. Ok. Alors qu'est-ce que tu dis de 5000? C'est mieux. 4. 4,9. Je suis gentil avec vous là. Ça sera 4,6. Mais pour 10 kilos. Je fais pas affaire à des petites... à des lopettes qui vendent moins. Moi c'est 10 kilos minimum. D'ici demain soir tu m'amènes 10 kilos ou rien du tout. 4,8 et je t'amène tes 10 kilos. Dan te regarde, parce que vous n'avez pas évidemment 10 kilos. Oui. Mais il fait 4,8, 10 kilos demain soir.
Rodrigo est gentil aujourd'hui, c'est pas le week-end. Deal. Il lui tend une main. Tu vois qu'il te tend la main. Du côté où il saigne bien. Et il fait... marché conclu. Tu as de la chance que je sois de bonne humeur. Je garde le sachet. Du coup, vous sortez. Au moment où vous sortez, du coup, du lieu, Dan te fait... bon, 10 kilos de main, le problème c'est qu'on n'a pas 10 kilos. Et surtout pas de 10 kilos de cette Bah, bonne- on en a déjà 6, t'avais dit que ton gars pouvait en avoir plus. Tout va bien. On doit lui rapporter 10 kilos. Comment... j'ai une idée. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. J'ai acheté pas moins de 4 kilos de merde chez quelques fournisseurs par-ci par-là. On va les ajouter à nos 6 kilos. Ben ouais, on coupe, pas de On soucis. coupe. En plus, c'est de la bonne merde, mais il faut que ça reste bien... bien en dessous. Ok? Qu'on se fasse pas griller. Et on se fait un max de pognon, mec. Yes. Bah, on met les gars sur le coup. On leur dit juste pas où ça va aller. Et on va bien Mais- arriver à couper 10 kilos comme ça. Exactement. Exactement. Le problème, c'est que bon, on va devoir le livrer direct à Rodrigo. Il faudra sûrement tester, donc on les met sous les paquets. On laisse les bonnes au-dessus. Parce qu'il va vérifier. Il est pas con. Ça passe? Ça va le faire, ouais. Allez, mec, on va être encore plus riche. La journée et la soirée passent. Vous transférez et mélangez les cams de Dan qui t'apporte. Donc on peut vous voir passer par les... Enfin, vous voir passer les paquets, les transférer les poudres entre les paquets, ainsi les mélanger. On vous voit tous les deux assis sur des chaises, faire des sachets de coke entre deux prises de rail. Entre deux rails. Vous transférez donc des petites doses, pour pas que ce soit... ça se voit. On vous voit fumer. Tu vois que Dan est un peu claqué aussi, puis il commence à te parler de Batman, et qui est plus fort entre Batman et Superman. C'était l'hippopotame. Mais putain, y a pas d'hippopotame dans Batman et Superman, arrête! Superman, c'est le rhinocéros. Batman, c'est l'éléphant. Et le plus fort, et bah c'est Iron Man. C'est l'hippopotame, toujours. Mais t'as raison, en fait on est un peu les Iron Man. On est riches, mec! Mais ouais. Le pouvoir, c'est l'oseille! Tu vois qu'il lance du fric. Alors, l'échange a lieu le lendemain, évidemment, comme convenu, et tout se passe très bien. Vous empochez donc votre paquet de fric avec les latinos. Du moins, ça se passait bien jusqu'à une certaine nuit, où un dealer anonyme vous a donné rendez-vous dans une ruelle, avec un message. Je sais ce que vous avez fait avec la marchandise. Un dealer qui voulait vous faire marcher, sûrement, contre du fric, en échange de son silence. Cette nuit-là, évidemment, vous avez été dans cette ruelle près du parc. Donc, un soir, James, tu es allé au parc, enfin, dans cette ruelle près du parc, là où, justement, on t'avait appelé. Et tu es arrivé devant le fameux dealer qui... Tu vois que c'est un jeune, tu vois qu'il se gratte un peu partout, on dirait que sa peau est attaquée par je ne sais quoi. Tu vois, il fait... Yo, vous êtes en retard! Je sais ce que vous avez fait à Rodrigo. Vous avez tenté de baiser Rodrigo, c'est ça? Ça pue pour vous. Alors James, du coup, il est là. Il essaie de venir discrètement, pas être trop reconnu ou je sais pas quoi, ce qui pour lui veut dire mettre un chapeau moche et le foutre un peu devant les yeux. Il sait pas ne pas faire flashy. De manière générale, il sait pas ne pas se faire remarquer. Il dit hey yo, wesh, de quoi tu parles? Il fait je sais qui vous êtes. Prenez pas pour un con. Toi et ton pote là. Dan, il fait yo. Tu vois, lui, il sait moins jouer la comédie que toi. Tu vois, il fait, yo. Je sais pas du tout qui t'es, toi. Il fait donc du coup le dealer te fait donc à partir de maintenant vous allez filer
50% de ce que vous avez vendu à... Tu vois qui se gratte. À Rodrigo, ou sinon je vous balance. Est-ce que le dealer, il a l'air d'être du genre... Est-ce qu'il a l'air d'être un peu high, un peu drogué? Là, Est-ce non. qu'il a l'air addict, en fait? Oui, il a l'air addict, oui. Ok. Mais actuellement, il est pas... Enfin, il sait ce qu'il fait, mais il est addict, oui. Écoute, ok. On peut pas te filer 50%, parce que tu sais, bon, on a des frais. Mais écoute, je te dis un truc. Je te file ça pour l'instant. Il monte un petit sachet. Ouais. Je te file ça pour l'instant. Ensuite, dans une semaine, t'en as bien pour une semaine avec ça. Dans une semaine, je reviens, je t'en donne un peu plus et je te file une part des bénéfices. Mais bon, mec, il m'en faut plus. Ça, c'est bon pour moi, conso personnel, mais j'en ai cool aussi dans la rue, tu vois. Je veux bien éviter le 50, mais tu me donnes plus de stock. Pour que je m'en écoule, que j'en écoule, et ensuite, tu reviens et tu me redonnes... Tu sais qu'il sait pas trop négocier du tout, tu vois qu'il est perdu dans ce qu'il dit d'ailleurs. Ouais. Mais tu me donnes de l'oseille. Il va dire... Écoute, laisse-moi juste 30 secondes pour parler avec mon associé et ensuite je te fais une offre. Il va prendre Ok, mec. Dépêche. Danny un peu à part et il va dire ouais, il est perché ce mec. Danny fait ouais, mais comment il a su? Enfin, Je sais pas du tout ce qu'il fait, je suis sûr que j'en sais rien. Mais je suis sûr que si on lui file de la farine, un truc coupé à 90% de farine, il saura pas faire la différence. Mais mec, ça tombe en plus. Il nous dit ça, mais il sait que dalle, il est juste perché. Comment un mec comme ça peut savoir Ouais. Hey yo! Vous voyez un SDF qui passe à côté de vous et qui vous regarde. Il a l'air de trembler un peu. Fais pas spécialement gaffe au SDF. Tu vois que le SDF s'assoit dans un coin juste derrière vous. Limite, tu se pinces le nez, tu sais. Hey yo! Yo, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Ouais, c'est bon, mais mec, écoute. Qu'est-ce que tu sais qu'on a fait à la drogue? Vous l'avez coupé. Vous l'avez coupé, vous avez baisé Rodrigo. C'est pas vrai. On l'a pas coupé. On a juste eu un petit problème à l'usine. Il y en a un qui a déconné, qui en a pris un peu trop et qui du coup a remplacé. Mais on a rien fait. Hein. Je le sais que vous l'avez coupé. Essayez pas de m'entuber. Et là, vous voyez un mec au loin, au fond de la ruelle, un latino, qui a l'air assez baraque, qui vous regarde. Puis il se met à cracher au sol. Il fait un signe de tête. Le dealer se retourne, puis il commence à paniquer un peu, il vous regarde, il fait je leur ai rien dit. Je leur ai rien dit. C'est quoi ça? Et tu peux dire adieu à tes parts, hein, si... Je te jure, mec, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Tu vois que le latino te fait un sourire. Comme un signe de tête, et qui part. Il regarde Danny, inquiet. Et tu entends le SDF faire je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Tu te retournes vers le SDF, tu vois qu'il a un flingue. Tu entends Putain, Danny, casse-toi! Des tirs. Il se met debout et tire plusieurs balles. Le dealer se fait tirer dessus. Tué. Dan tombe au sol. Il se laisse tomber au sol au moment où tu dis ça. Et toi, tu sens une vive douleur dans ta poitrine. Tu as un goût de sang dans ta bouche. Et tu t'écroules au sol. Tu sens que la température diminue. Il fait froid. Très froid. Le SDF s'enfuit, en courant. Je suis désolé, je suis désolé. Dan se relève. Il s'approche de toi. Tché, tché, tché. Tu entends de moins en moins ses paroles. Tu perds connaissance. De ton côté, tu es à l'hôpital. Tu te souviens de flashbacks.
Tu te souviens avoir vu ta mère passer avec ta sœur avec la larme à l'œil, t'embrasser au front. Me lâche pas, je t'en prie. Dan est passé et est resté une nuit. Putain, on a vraiment merdé, je suis désolé. Tout semble flou. Tu saurais même pas remettre ça dans un ordre chronologique. Tu te réveilles à l'hôpital en pleine nuit d'orage. Tu as senti un souffle entrer en toi au moment où t'as presque mort. Tu te souviens d'une aura, peut-être un ange qui est venu te secourir. Tu te souviens de quelque chose de doux qui t'a touché, de quelque chose qui t'a comme porté, comme si cette chose était passée par là à ce moment précis et qui t'avait fait peut-être s'était penché vers toi pour peut-être se faire un baiser sur le front, mais avait ensuite disparu, peut-être en toi. Tu as mal au crâne, très fort. Tu as comme des souvenirs. On dirait que ce sont des souvenirs d'un rêve. Un rêve qui semble si réel, mais tout semble trop flou pour te focaliser dessus. Comment réagis-tu à ton réveil? Je suis toujours James, on est d'accord. Oui. Il ouvre les yeux lentement. Il a du mal à respirer au début. Il regarde sa poitrine. Tu sens que tu es comme si tu t'es guéri, comme si tu n'avais plus ce trou. Tu sens une sorte de cicatrice, mais tu sens plein de pansements dessus quand même. Okay. Il était juste paniqué, du coup il va essayer de regarder, de voir entre les pansements qui t'allaient déchirer par... On dirait qu'un miracle s'est produit. Faut que j'appelle Danny. Au moment où tu te réveilles, au moment où tu te lèves de ton lit, tu as encore les intraveineuses, etc. Évidemment. Et tu t'es levé, tu as appelé Danny à ce moment. 2 semaines, 2 semaines passent. Durant ces 2 semaines, tu as eu des rêves étranges, des rêves d'une guerre. Peut-être une guerre passée. Des rêves où tu peux voler, ces rêves ressemblent peut-être plus à des souvenirs. Tu as des sortes de flashbacks. Quels sont tes flashbacks pour toi? Il y en a assez peu, mais essentiellement c'est même pas des images, c'est des sentiments. Les sentiments. Ouais, des sentiments d'abord d'être persuadé de faire la bonne chose, ensuite du regret, beaucoup de regrets avec des flashs de violence. Et enfin un sentiment de trahison. Tu as des sauts d'humeur du côté de James dans ta vie. Comment s'est passée ta relation entre Lot et le démon et vis-à-vis de tes proches? La relation entre l'hôte et le démon. Peu à peu, le démon va faire surface dans les pensées de James et potentiellement le supplanter de plus en plus. Au début, pas consciemment, sans vraiment se rendre compte de qui il est. Mais au fur et à mesure, sa façon de faire les choses va un peu différer. Il risque d'être un peu plus réfléchi, s'organiser un peu plus et moins improviser les choses ou faire des paris, tout simplement. Quant à sa famille, il aura revu sa sœur lors de sa guérison miraculeuse. Et lorsque le démon va prendre conscience de ce qui s'est passé et d'où il est, etc., il va faire un pacte avec sa sœur. Vu qu'il a toujours le contrôle sur la fortune familiale, tant que papa est à l'hôpital, il va fournir de l'argent à sa sœur.
en échange de sa foi. Donc il va révéler sa vraie nature. Il va lui dire que voilà, un miracle s'est produit et qu'il a changé. Tu te fais évidemment passer pour un ange peut-être, ouais. C'est ça, c'est un miracle. Et il va faire la même chose avec Danny. Très bien. Il va pas voir le reste de sa famille au cours des mois qui suivent. Tu verras que Danny continue de t'appeler quand même JJ, il a du mal à se rendre compte que tu cohabites avec quelqu'un d'autre. Yes. Un jour, tu étais dans ta villa avec Dan, qui vient te voir rapidement. James, tu vois, il est un petit peu au début, il a pas mal de temps d'adaptation aussi à avoir. Il semble ébahi par ce que tu as vécu, ce miracle. Et il te respecte énormément. Je crois que il y a quelqu'un qui est là pour toi. Mais je connais pas du tout ce mec. Il attend à l'entrée. James va se lever en silence et aller voir de lui-même. Au moment où tu vas à l'entrée de la maison, tu vois un homme aux lunettes noires, assez mystérieux, qui t'attend devant une belle voiture et qui te fait Monsieur Williams, C'est moi. est-ce que votre prison de chair vous convient? Qui êtes-vous? Ou est-ce que vous avez besoin d'un peu de gymnastique? Désolé, j'ai pas le temps pour les témoins de Jéhovah. Au revoir, monsieur. Votre retour parmi nous pourra être utile à beaucoup de personnes, vous savez. Tu comprends évidemment qui c'est ce que tu es. Et il t'ouvre la porte de sa voiture. Monsieur vous attend. Qui? Tu vois qu'il te fait un sourire et qu'il te fait signe d'entrer dans la voiture. L'instinct de James lui dit de juste fermer la porte et d'envoyer ces fous de secte balader. Mais il y a quelque chose au fond de lui qui lui dit que ça doit être plus que ce qu'il n'y paraît. Et qui le pousse à entrer dans la voiture. Ce qu'il fait donc. Tu rentres donc dans la voiture. Cette voiture part et t'emmène quelque part.